Bien, nous allons aujourd'hui poursuivre la réflexion sur Solon, comme vous le voyez à l'écran. Et donc la semaine dernière, je m'étais attachée à la lecture et à l'interprétation de l'Eunomia, un poème donc élégiaque attribué à Solon, et conservé, parce qu'on m'a posé la question à la fin du cours de la semaine dernière, c'est vrai que je ne l'avais pas précisé, conservé dans le discours sur l'ambassade de Démosthène. Et je reviendrai à Démosthène à la fin de cette leçon, qui me permettra d'analyser avec vous, cette leçon, d'autres textes poétiques également attribués à Solon. Nous allons donc un peu élargir la focale. Il s'agira de saisir plus précisément encore la place que l'on peut restituer aux puissances divines dans son approche de la justice et donc des normes qui régissent les comportements, mais aussi les tesmoi, les lois qu'il a lui-même rédigées. Alors, que ce soit bien clair d'emblée, je l'avais déjà dit, mais je le répète, je n'aborderai pas le contenu des lois de Solon comme tel, donc de ces fameux tesmoi. Je vous ai dit la semaine dernière à quel point le contenu même de ces décisions législatives était controversé, discuté. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est les représentations de la norme et de l'autorité dont témoignent les poèmes politiques du législateur. Donc c'est dans cette direction que nous allons aller. Alors, je reviens tout de suite, je replonge dans le concret de la poésie solonienne, et nous avons vu la semaine dernière que l'élégie de l'Eunomia était en quelque sorte le diagnostic de la situation difficile dans laquelle se trouvait plongée la cité d'Athènes, un diagnostic assorti de l'image inversée, et c'est ce que vous avez sous les yeux avec la fin du poème et cette sorte d'hymne à l'Eunomia, donc l'image inversée d'une Athènes qui serait en quelque sorte réparée, restaurée. Dysnomia et eunomia sont donc les deux faces de la répartition que ces puissances portent dans leur nom. Et je rappelle à cet égard aussi, encore un point de rappel par rapport à la semaine dernière, je rappelle la référence au daïs, le banquet comme lieu de répartition, qui ouvrait en une sorte de cristallisation des dysfonctionnements, une cristallisation symbolique des dysfonctionnements de la cité. Je rappelle donc que ce daïs ouvrait en quelque sorte la litanie des maux qui accablaient la cité. Et que le banquet soit une référence intéressante précisément pour penser le fonctionnement de la cité, avait déjà été bien souligné en 1997 par Pauline Schmidt-Pantel dans sa thèse sur la cité au banquet, où, à propos de ces vers de Solon sur le banquet, elle écrivait, je lis avec vous ce passage de la page 37, « Un dernier trait permet de mieux définir encore le rapport du banquet et de la cité. Non seulement le banquet est le lieu d'énonciation d'un discours qui vaut pour la collectivité civique, mais le banquet est lui-même une métaphore de la cité. Savoir régler les plaisirs du banquet, y faire régner l'eunomia et l'euphrosyné, vous vous souvenez, ce sont des notions qui apparaissaient dans le poème de Solon, est de même nature que l'art de gouverner la cité. Donc, s'il est un lieu poétique où le banquet est vraiment une métaphore de la cité, c'est bien dans l'élégie de l'eunomia de Solon. Alors, cette élégie met en regard dysnomia et eunomia, je l'ai rappelé, deux états antithétiques de la cité comme espace d'interaction entre le peuple et les chefs du peuple, les astoi, les citadins, même les philoi qu'évoquait Solon, les amis. Et c'est la nature de cette interaction qui distingue l'action de dysnomia, dont je vous rappelle qu'elle était faite de démesure, d'appropriation indue. On avait cette voracité, cette satiété qui était associée au banquet, par projection, faite aussi de violence, action de dysnomia, donc face à l'action d'eunomia, qui, elle, est faite de mise en ordre et de juste mesure, comme l'indique le passage à l'écran.
Même s'il me semble que selon les évoques comme autant de puissance à l'œuvre dans le monde, j'aurai l'occasion ça va être le point central de mon approche d'aujourd'hui, le passage de l'une à l'autre, donc de dysnomia à eunomia, n'est pas le fait d'un arbitraire divin sur lequel la cité n'aurait pas de prise. Au contraire, souvenez-vous, la prémisse du poème, les premiers vers du poème, précisément, parlent de la protection d'Athènes sous les mains d'Athéna, dans le dessein de Zeus et dans les pensées des immortels, ce qui laisse aux hommes, en fait, la responsabilité des modalités concrètes de cette préservation. Mais dans l'élégie dont j'affiche une fois encore les derniers vers, le passage de l'action de la dysnomie à l'eunomie n'est pas explicité. Vous avez une sorte de constat, mais qui n'est pas explicité. D'où l'intérêt, et c'est ce que je vais faire aujourd'hui, de convoquer d'autres fragments, en l'occurrence les numéros 5, 34 et 36 de l'édition de Martin West, dont je vous ai mis la référence à l'écran. Donc c'est un ouvrage, c'est une édition qui remonte au début des années 70, mais qui a été rééditée au début des années 90. Et je vous renvoie aussi, puisque c'est l'édition que j'avais évoquée la semaine dernière à propos de l'élégie aux Muses, à l'édition de Marianussia Fantuzzi, qui est plus récente, qui date de 2010, mais la numérotation, Marianussia Fantuzzi a pris la numérotation d'un autre éditeur italien, et donc moi je conserve la numérotation de West, d'où la référence que je vous mets sous les yeux. Mais pour le texte, c'est aussi intéressant d'aller voir le travail de notre collègue italienne. Alors, dans le fragment 36, que je n'affiche pas dans sa totalité, Solon affirme, donc affirme avant les vers que vous avez sous les yeux, il affirme qu'il est allé au bout de son action, qu'il a libéré la terre en enlevant les bornes qui y étaient plantées, un passage qui a été abondamment discuté et auquel je ne m'arrêterai pas parce que ça m'emmènerait vraiment trop loin. Il a ramené, dit-il, avant le passage ici, il a ramené dans leur patrie, fondée par les dieux, nombre d'Athéniens vendus injustement ou exilés, et il les a libérés. Donc c'est une sorte de testament politique, si je peux le résumer brièvement. Et il enchaîne en un passage donc que vous ne voyez pas pour la première fois, j'en avais parlé l'année dernière à propos des Thesmoi. Il enchaîne donc au vers 15 à 20, et je lis la traduction avec vous. Et cela, donc ce que je viens de vous rappeler, la libération de la terre, la libération de ses concitoyens tombés en esclavage ou partis en exil, et cela, dit-il, je l'ai fait en vertu de mon pouvoir, en faisant tenir étroitement ensemble force et justice. Vous voyez ici billet et diké. Et j'ai tenu mes promesses jusqu'au bout. J'ai rédigé des thesmoi, semblablement pour l'homme de peu et pour l'homme de bien. Donc là, on va traduire par loi, j'ai rédigé des lois. Semblablement pour l'homme de peu et pour l'homme de bien, ajustant une justice ou une sentence. J'ai laissé l'alternative dans ma traduction parce que diké ici peut être compris de deux façons et il est extrêmement difficile de trancher. Donc en ajustant une justice ou une sentence droite à destination de chacun. Donc on va revenir de façon récurrente sur ce passage parce qu'il est vraiment central pour ma réflexion d'aujourd'hui, mais voilà un premier bilan de Solon à l'issue de son action. Un bilan marque également les affirmations du fragment 5 qui lui est cité par la Constitution des Athéniens, qui lui aussi est cité par la Constitution des Athéniens un peu plus tôt, avant le fragment 5 le fragment 36 que l'on vient de lire. Donc, je lis avec vous la traduction de ce fragment 5. Au peuple, oui, j'ai donné la part qui suffit. Et vous voyez le terme guéras ici, que je vous ai déjà régulièrement montré et auquel on va revenir. Au peuple, oui, j'ai donné la part qui suffit, sans rien soustraire ni ajouter à son lot d'honneur, c'est-à-dire sa timée. Quant à ceux qui avaient la puissance et brillaient par leur richesse, j'ai veillé aussi à ce qu'ils ne subissent aucune indignité. Ferme, j'ai protégé d'un solide bouclier les deux parties et n'ai laissé ni les uns ni les autres être vainqueurs injustement. Donc encore une fois, sorte de
d'ouverture sur un bilan politique de la part de Solon. Donc, fragment 36, fragment 5, des sortes de testaments politiques. Et si je reviens au fragment 36, on voit donc le jeu poétique, puisque vous voyez qu'on est dans des expressions verbales à la première personne du singulier. Donc on a affaire au jeu poétique qui semble assumer une position de pouvoir. Vous avez la notion de kratos qui apparaît au vers 15. Mais vous allez voir que ce n'est pas si simple et que je vais revenir tout à l'heure sur ce vers 15. Il décrit donc dans ce passage une forme d'action démiurgique puisqu'il s'agit d'associer étroitement, vous avez ici le verbe chaque fois armodzein qui est ce verbe précisément de l'ajustement qui est construit sur la même racine que le mot harmonie. On voit bien que c'est l'enchâssement étroit d'éléments qui est suggéré par ce verbe. Donc il ajuste étroitement biais, la force, et diquet, la justice. Je ne mets pas de majuscule ici, je vous ai souvent parlé de cet artifice en fait, qui est la majuscule dans la présentation d'un texte pour exprimer la dimension active, dans la mesure où précisément ici c'est le jeu qui est actif, c'est le jeu poétique qui est actif, ce n'est pas les entités en question. Quant au fragment 5, le jeu poétique, vous voyez, on est aussi, et donc on est dans une forme de première personne du singulier. Dans le fragment 5, donc, le jeu poétique rejoue, en la déplaçant parmi les hommes, en fait, la scène hésiodique de la répartition des timailles entre les dieux, dont j'ai rappelé la teneur il y a 2 semaines. Je vous remets le texte sous les yeux. Et je relis avec vous les vers 392-396 de la Théogonie. Et Zeus leur dit qu'à tout dieu qui se rangerait à ses côtés pour combattre les titans, il n'arracherait pas, quel qu'il fût, ses privilèges, mais que chacun, pour honneur propre, garderait au moins ceux qu'il avait jusque-là parmi les dieux immortels, et quiconque se trouvait du fait de Chronos sans honneur propre ni privilège entrerait en possession d'honneur propre et de privilèges, comme le veut la Thémis. C'est un texte que nous avons déjà vu plusieurs fois ensemble, et vous voyez ici, j'insiste à nouveau sur la récurrence du vocabulaire du Géras et de la Timée, avec à la fin cette Thémis qui vient couronner le tout. Donc, passage essentiel pour ma réflexion. Alors, le parallèle, évidemment, entre le fragment 5 de Solon et ce passage de la Théogonie a été souligné de longue date, mais je voudrais élargir la focale. En effet, ces vers suivent immédiatement la généalogie de Styx dans la Théogonie. Styx, donc, qui est fille, vous le voyez à l'écran, d'Océanos et de Thétis, et qui va donner elle-même naissance à Zélos, le zèle jaloux, la volonté d'avancer, à Niké, la victoire, et à Kratos, précisément, pouvoir, qui est donc une puissance divine dans la Théogonie. Et enfin, à Bia, la force que l'on vient de voir apparaître dans le poème de Solon. Donc autant de divinités dont Hésiode, dans un passage dont je ne vous montre pas la totalité parce que sinon je ne finirai pas ce cours dans les temps, Hésiode souligne que ces divinités n'ont d'autre séjour que la proximité de Zeus. Donc Zélos, Niké, Kratos et Bia sont la garde rapprochée de Zeus, ce qui est très important. Et ce passage ici sur donc, la proximité de Zeus précède le constat que Styx et ses enfants, donc cette galerie de 4 figures, sont arrivés les premiers sur l'Olympe pour rencontrer la sollicitation de Zeus dont on vient de parler, c'est-à-dire cette promesse d'allouer un Géras en fonction de la Timée selon la Thémis. Donc ils sont arrivés le premier. Et à ce stade, il ne sera fait mention que du terrible serment de Styx, puisque vous savez que le serment de Styx était le serment le plus contraignant pour les dieux et que le prononcer était, plutôt ne pas suivre les intentions de ce serment était puni des pires châtiments. Donc on a cette proximité entre Zeus et les enfants de Styx, et puis le poète de la Théogonie conclut
Et c'était donc, une fois que Styx est venu avec ses enfants sur l'Olympe pour avoir sa part, c'est exactement de la sorte, donc là nous sommes au vers 402-403, c'est exactement de la sorte que pour tous, sans cesse, de même qu'il a promis, il a tenu, donc c'est Zeus toujours, il a tenu et mené à bonne fin. Lui, il a le grand pouvoir, il est le Seigneur et Maître. Et vous voyez de nouveau, là c'est le verbe, donc vous avez tous les insignes de la souveraineté de Zeus et de sa puissance qui sont ainsi affirmés. Donc on est là au cœur du mythe de souveraineté dont je vous ai déjà souvent parlé. Le mythe de souveraineté enchâssé dans la théogonie apparaît en fait à intervalles réguliers au fil des généalogies qui l'encadrent. Et si au vers 390 à 403, dont les deux derniers sont à l'écran, la répartition des Timailles est chevillée à la figure de Styx, il s'agit en fait d'une anticipation. Le poème opère par anticipation. Dans l'ordre strictement généalogique, Zeus n'est pas encore né à ce stade. On voit bien, je vous avais dit déjà que dans la théogonie, on a cette succession de généalogies avec de temps en temps des ouvertures sur une intrigue, et au sein de cette intrigue viennent se nicher les épisodes de la prise de pouvoir progressive par Zeus. Donc on a ensuite la ruse de Rhea qui va cacher le nouveau-né, puis la régurgitation des frères et sœurs qui ont été avalés par Cronos, et la délivrance des Cyclopes qui confie à Zeus le tonnerre, la force, la foudre brûlante et l'éclair. S'insère alors, en lien avec la généalogie de Japet, le père de Prométhée, la séparation des hommes et des dieux. Donc tout ça fait partie du mythe de souveraineté, et cette crise prométhéenne, vous le savez, aboutira à la définition de la condition humaine qui fait partie du mythe de souveraineté. On a ensuite la titanomachie, c'est ce conflit entre les dieux de l'ancienne et de la nouvelle génération. Les titans, frères de Cronos d'un côté, les enfants de Cronos de l'autre, qui luttent à armes égales, et la balance ne penche ni vers un ni vers l'autre. Il faut alors que les 100 bras, donc ces figures dont je vous ai déjà parlé, interviennent. Et écoutez-moi, leur dit Zeus, et nous avons vu ce vers la semaine dernière, afin que je vous dise ce qu'en ma poitrine m'ordonne mon thumos, c'est-à-dire un vers sur lequel joue aussi Solon quand il parle lui aussi de l'enseignement qu'il prodigue aux Athéniens. Les 100 bras assurent la victoire des dieux en faisant pencher la balance de leur côté. Puis, dernière étape de ce mythe de souveraineté, le combat contre Typhon. Typhon, dernier adversaire que la terre elle-même a produit pour éprouver Zeus. Et le poète de conclure, avant d'évoquer les diverses unions du roi des dieux, et c'est ce passage aussi qui m'intéresse dans la réflexion sur la manière dont Solon travaille la tradition. Vous avez ici, donc après toutes ces étapes du mythe de souveraineté, au vers 881-885, cette affirmation « Mais quand les dieux bienheureux eurent achevé leur temps de peine et tranché par la force face aux titans le litige des honneurs revenant à chacun », donc vous voyez ici à nouveau cette notion de Timée qui est décidément essentielle, voilà qu'il précède d'être roi, maître et seigneur des immortels sur les sages conseils de la terre, l'Olympien, Zeus au vaste regard. C'est lui qui répartit entre eux de bonne façon les honneurs revenant à chacun. Et vous vous souviendrez que c'est précisément ce que le prologue de la Théogonie, donc dès les premiers moments de ce poème, c'est ce que le prologue annonçait du chant des muses et que j'ai rappelé il y a 2 semaines en revenant sur la notion de nomos. Elles allaient chez leur père, je reprends la traduction de ces vers 71-74, elles allaient chez leur père qui règne au ciel et détient tonnerre et foudre flamboyantes après avoir vaincu son père Cronos par la force, en chaque chose pour les immortels, il a bien prescrit les nomoi et explicité les honneurs. Donc vous voyez, c'est vraiment une récurrence, c'est le cœur même de ce mythe de souveraineté. Avec à chaque fois, je vous le rappelle, ces verbes qui expriment la répartition, la division,
l'action même, la division et la répartition sur la même racine finalement qu'on trouvait pour Daïs, dont on a parlé la semaine dernière. Donc ce mythe de souveraineté que je viens de vous rappeler rapidement est le récit superlatif, parce qu'évidemment il est cosmique, d'une stasis, ce conflit interne à une société donnée. Et en l'occurrence, ici, c'est la société divine. Mais l'image est la même, même si évidemment elle prend des proportions quand il s'agit des dieux que les hommes ne peuvent prétendre atteindre. Donc, une stasis pour la répartition des timailles, pour le kratos et pour la répartition des timailles, à savoir la part d'honneur qui revient à chacun. Et l'artisan de la répartition, c'est Zeus. Tous les exemples que je vous ai montrés l'attestent clairement. Zeus lui-même, dans ce contexte où il détient le kratos et où il agit selon la Thémis. Donc vous voyez, ces deux notions ne sont pas incompatibles. Et si, comme je le pense, c'est une telle tradition poétique de structuration d'une société, fût-elle divine, sur laquelle s'inscrivent les vers attribués à Solon dans l'élégie de l'Eunomia, dans le fragment 5 et dans le fragment 36, évidemment la référence est puissante. Elle me paraît assez systématique dans la convocation des divers éléments qu'elle met en résonance, mais avec de subtiles distinctions entre la sphère divine mise en scène par la théogonie et le contexte pleinement humain de la cité d'Athènes, même si elle est protégée par les desseins de Zeus. Et ces distinctions, je voudrais les étudier avec vous, en affiner l'analyse avec vous, car je pense qu'elles permettent de mieux comprendre la perception des relations entre sphère divine et sphère humaine, et donc avancer dans la compréhension de la manière dont Solon convoque toute cette tradition et l'arrière-plan divin qu'elles impliquent. Donc, on va prendre un à un les différents éléments qui me semblent devoir être isolés dans cette comparaison. Donc, de part et d'autre, donc chaque fois je compare la théogonie et puis la poésie de Solon, enfin, le testament politique de Solon. Donc, de part et d'autre, le plan de Zeus est surplombant, tant dans la stabilisation du cosmos que dans celle d'Athènes. À l'échelle du monde lui-même ou de la cité, il est toujours déjà là, dans une certaine mesure, veillant à la réalisation de ses desseins. C'est le cas dans les premiers vers de l'élégie de l'Eunomia que je vous ai remis sous les yeux il y a un moment, avec le l'Aïssa de Zeus, le dessein de Zeus qui assure le destin d'Athènes, en relation étroite avec les immortels et la protection d'Athéna, et c'est le cas de l'anticipation sur les partages de Zeus qui court à travers toute la théogonie. Donc ça, c'est le premier point de comparaison, c'est ce plan de Zeus que l'on retrouve de part et d'autre. Deuxième point, de part et d'autre, l'arrière-plan est une succession de situations de violence et de démesure, et même de guerre intestine, la stasis, adaptées au contexte humain ou divin qui les encadre. Alors, au plan divin, on trouve les mauvais ergas, c'est ce que dit le poète, les mauvaises actions d'Ouranos, qui empêchent ses enfants de naître. On a les mauvais ergas de Cronos, qui avale ses enfants, puis la révolte des titans, qui, elle, est décrite comme un polémos dans le poème d'Hésiode, et puis les prétentions de Typhon. Et pour Typhon, au vers 306 et 307, on le voit qualifié. Or, regardez comme il est qualifié. Ce Typhon, donc, qui ici est présenté dans sa généalogie, c'est elle, donc c'est à elle, dit-on, Échidna, que Typhon s'unit sexuellement, lui, terrible, démesurément violent et sans limite, à la fille aux yeux vifs. Donc, ce n'est pas sa généalogie, puisqu'il est fils de la terre, c'est son accouplement avec Échidna, qui est une figure assez monstrueuse elle aussi. Mais ce qui m'intéresse, c'est le vocabulaire qui est utilisé. Il est hubristes, donc on retrouve cette notion d'hubris, et il est anomos. Donc on retrouve une fois encore
cette racine du nomos, que j'ai traduit ici, parce que je crois que j'ai modifié la traduction de Bonafé sur ce point, sans limite. Hein, sans limite. Donc ça, c'est pour le plan, donc je parle des situations de violence, sur le plan divin, donc on a ces crises successives de la souveraineté, et puis on a, du côté d'Athènes, la dysnomia, hein, qui se trouve bien exposée, bien décrite par Solon dans le fragment 4, dans l'élégie de l'Eunomia. Donc avec les maux qui virevoltent parmi le peuple et les pauvres qui tombent en esclavage ou partent en exil, donc toute cette situation problématique avec les chefs du peuple qui sont justement aussi ubristailles, donc on a cette récurrence d'un vocabulaire comparable. Troisième point de comparaison, une figure munie de Kratos, il faudra voir de quel Kratos il s'agit, munie du pouvoir, donc émerge du groupe auquel il appartient. Alors c'est Solon à Athènes, c'est Zeus à l'échelle du cosmos entier. Donc on a un processus comparable. Quatrième point de comparaison, les ingrédients de cette intervention par ce personnage surplombant sont la force, la biais et la justice, mais en des déclinaisons différentes, selon qu'on se trouve dans la sphère divine ou dans la sphère humaine. Et c'est cette déclinaison, évidemment, qui m'intéresse. Dans le monde des dieux, Kratos et Biais, on l'a vu encore puisque ce sont des enfants de Styx, sont indissolublement liés, y compris généalogiquement, et placés sur le même plan dans le mythe de souveraineté. En revanche, Dikée n'est pas mobilisé au sein des péripéties de l'accession de Zeus au pouvoir et de l'organisation globale du cosmos. Donc, on ne voit pas Dikée intervenir. Mais on a ensuite l'action de répartition des honneurs par Zeus, qui est l'horizon d'attente de tout ce déploiement de force. Et elle est inspirée par la Thémis. Donc l'horizon de tout ce mélange l'horizon de ces actions violentes, dans le cadre du mythe de souveraineté, l'horizon, c'est la Thémis, c'est-à-dire la juste répartition entre tous. Donc, c'est elle, en fait, qui préside à la répartition, dont Zeus est le garant. Donc, on trouve Kratos, Biais, sur l'horizon de la Thémis. Je suis allée trop vite. Dans la cité d'Athènes, en fonction donc, de la poésie de Solon que nous avons lue tout à l'heure, le jeu poétique du fragment 36 agit lui aussi en vertu d'un Kratos et associe étroitement Biais et Dikée. Cette dernière, Dikée, donc qui là est bien présente, contrairement à Thémis qui embrasse la totalité du cosmos, exerce ici son action parmi les hommes et par le biais de l'action des hommes. Et pour vous montrer, pour vous rappeler, parce que c'est un texte que nous avons vu, ici, en fait, j'essaie d'éclairer autrement toute une série de textes que nous avons déjà vus ensemble pour leur donner toute leur ampleur. On a dans le registre de la société humaine, dans le contexte de la société humaine, et c'était un passage des travaux et les jours que j'ai mobilisé à propos de la notion de nomos, vous vous souvenez, il y a ce nomos que le fils de Cronos a donné aux hommes, a ordonné aux hommes, qui est précisément de ne pas se dévorer comme le font les animaux, mais d'appliquer la Dikée. Donc on voit bien que Dikée, dans le cadre des hommes, du monde des hommes, intervient de façon claire et évidente. Donc c'est leur bien le plus précieux. Alors, l'explication se trouve dans un autre fragment de Solon, le numéro 34 donc l'explication du fait que Solon mélange, fait tenir ensemble étroitement Biais et Dikée, alors que manifestement, dans le passage des travaux que nous venons de voir, c'est Dikée qui doit éviter la violence. La justification se trouve, à mon sens, dans le fragment 34 de l'édition de Ouest,
qui est aussi cité par la Constitution des Athéniens. Donc vous voyez que si l'élégie de l'Eunomia était exposée dans le discours de l'ambassade de Démosthène, pour ce qui est de nombreux autres fragments, c'est la Constitution des Athéniens de l'école d'Aristote qui est notre source essentielle. Et donc, dans ce fragment 34, que nous dit Solon ? Je lis la traduction avec vous. Ceux qui vinrent en vue de rapine regorgeaient d'espérance. Chacun d'eux croyait qu'il obtiendrait une grande prospérité et que moi, qui disais de douces paroles, je dévoilerais une âpre résolution. Ils caressaient alors des chimères, mais maintenant, déchargeant leur bile contre moi, tous me regardent de travers comme un ennemi, bien à tort, car ce que j'avais dit, les dieux aidants, je l'ai accompli. Je n'ai pas tenté d'autre chose en vain, et il ne me plaît pas de rien faire par la violence de la tyrannie, ni de voir hommes de bien et gens de peu détenir même part du riche sol de notre patrie. Donc, vous voyez, ici, il y a une forme de justification de ce recours à une forme de biais, de violence, mais qui n'est pas la violence tyrannique, qui n'est pas la biais, vous le voyez ici, du tyran, tyrannidos. Et ce qui m'intéresse aussi, c'est cette évocation du syntheosin, avec les dieux, que Philippe Gautier a traduit par les dieux aidants, ce qui est une très belle traduction. Donc, en clair, la violence du tyran est le contraire de celle qui s'exerce en étroite relation avec Dike. Quant à l'affirmation, donc, je le disais il y a un instant, que tout a été accompli syntheosin, avec les dieux aidants, alors on a pu considérer qu'il s'agissait d'une sorte de paravent assez artificiel, à l'instar des premiers vers de l'élégie de l'Eunomia, où finalement c'est par tradition que Solon aurait invoqué les dieux, mais sans vraiment prendre tout ça très au sérieux. En d'autres termes, il s'agirait de sacrifier à des formules convenues, sans relation avec l'affirmation toute humaine d'une justice qui ne serait absolument pas divine et qui serait désormais totalement immanente. Et il est temps maintenant d'affronter ce questionnement qui est donc au cœur même de la réflexion de tout cet ensemble de cours que j'ai commencé l'année dernière. Se trouve vraiment au cœur de mon investigation. Je voudrais donc élargir les conclusions acquises l'an dernier et justifier en quelque sorte la réflexion présente que j'ai menée sur la poésie de Solon. Et donc, pour ce faire, je poursuis, dans une certaine mesure, la comparaison entre Hésiode et Solon en matière de justice. Je récapitule les points que nous venons d'acquérir, du moins je l'espère. Zeus est le garant de la Thémis, ce qui le conduit à opérer une juste répartition des honneurs parmi les dieux et à organiser la société divine. Alors, Dike est une émanation de cette association divine entre la souveraineté incarnée par Zeus et le filet régulateur des comportements normés qui est incarné par Thémis, puisque je vous rappelle que Dike est fille de Zeus et de Thémis. Donc, la généalogie traduit cette émanation de Dike, de la souveraineté et du filet régulateur des normes de comportement, la généalogie traduit cette association sous la forme d'un enfantement. Dike, on vient de le revoir dans le passage des travaux, Dike est conçu comme un cadeau de Zeus aux hommes, ainsi que l'exprime Hésiode donc, dans le passage que nous venons de revoir. Alors, donc ça c'est pour l'œuvre d'Hésiode. Dans l'élégie de l'Eunomia, que nous avons analysée en détail la semaine dernière, le jeu poétique, donc Solon, on va dire, ne revendique pas d'inspiration divine. Ce qu'il revendique en revanche, dans le passage que nous venons de revoir, c'est le kratos au sein de la cité. Donc, vous vous souviendrez, l'ouverture de l'Eunomia, donc, que je vous ai remis sous les yeux tout à l'heure, on a la référence au dieu, mais pas la référence à une inspiration. Donc, ce qu'il revendique, ce qu'il semble revendiquer en tout cas, c'est un kratos qui lui permet d'agir. Bon, on pourrait s'arrêter au constat, et ça a été fait, on pourrait s'arrêter au constat que par la référence au kratos, en fait, Solon renvoie à sa charge d'archonte, puisque toute la tradition ultérieure
considère qu'il était archonte quand il a pris ces mesures législatives et politiques. Ça pourrait faire sens, bien sûr, on peut s'arrêter là. Mais à bien y regarder, et c'est à ça que je vais vous inviter, à bien y regarder avec moi, on pourrait, me semble-t-il, à bien y regarder, la transmission du texte lui-même offre une alternative intéressante à la lecture du vers qui parle de Kratos. Je vous avais dit tout à l'heure qu'on allait revenir au vers 15, nous y voici. Donc, fragment 36, « Et cela je l'ai fait en vertu de mon pouvoir, en faisant tenir étroitement ensemble force et justice, j'ai tenu mes promesses jusqu'au bout, etc. J'ai rédigé les testaments. » Bon, c'est là qu'on se trouve. Bon. Donc, ce Kratos, si vous me permettez, il flotte un peu tout seul. Hein. On traduit en vertu de mon Kratos, mais on n'a pas de possessif. Et voilà, le Kratos, il faut le prendre, si l'on s'en tient à cette lecture, il faut le prendre comme tel. Or, parce qu'évidemment, il y a un or, il y a une autre tradition de transmission du texte. Et donc, j'ai mis en grâce ici les mots concernés. Si vous regardez l'autre transmission, ce n'est plus homu qu'on a ici, que j'ai mis donc en évidence dans la traduction, en traduisant par ensemble, mais bien nomu, donc le fameux nomos que je piste depuis maintenant pas mal de temps. Donc, la forme nomu est attestée par un papyrus de Londres qui a transmis la constitution des Athéniens, tandis que l'adverbe homu apparaît sur un autre papyrus, mais également chez Élus Aristide et dans la vie de Solon de Plutarque, sachant que Élus Aristide a sans doute, a probablement travaillé, connaissait la vie de Solon de Plutarque. Donc, on a ainsi une alternative. On a une alternative et l'option homu, donc celle-ci, a majoritairement reçu les faveurs de la critique récente. Si vous lisez l'édition de West, si vous lisez l'édition de Nunzia Fantuzzi, on a homu et d'autres encore. Mais des éditions plus anciennes avaient accordé leur faveur à un nomos. Donc pourquoi ? Qu'est-ce qui nous permet de choisir ? A-t-on la possibilité de trancher cette affaire? En fait, si homu a reçu les faveurs de la critique, c'est parce que nombre de critiques ont considéré que nomos n'était pas possible à cet endroit vu qu'on avait tesmos. Donc, en d'autres termes, on a considéré que comme nomos devait signifier la loi et que tesmos signifiait la loi, on ne pouvait pas avoir ces deux mots concurremment à deux vers d'intervalle. Bon, je vais un peu vite, mais c'est l'arrière-plan. Mais je pense qu'il s'agit de ce qu'on appelle en philologie une lectio facilior, donc une lecture facile, plus facile, qui a été inspirée à Plutarque dans sa vie de Solon, et je voudrais vous montrer pourquoi. J'ai un argument pour assurer cette interprétation. En effet, donc, vous vous souvenez, on l'a vu tout à l'heure, au fragment 5, Solon affirme qu'il a donné la part qui suffit au peuple. Et cette part, c'est Guéras. Or, ici, je vous ai cité le texte tel qu'il nous a été transmis dans la Constitution des Athéniens. Mais le texte est aussi transmis par Plutarque dans sa vie de Solon. Et là, qu'est-ce qu'on voit ? Plutarque a reçu, je dirais, ou a produit, ça, on ne connaît pas évidemment le détail de cette action philologique, mais en tout cas, on n'a pas Guéras chez lui, on a Kratos. On a Kratos en une sorte de préfiguration de la démocratia, puisque c'est au démos, vous avez le démos ici, puis vous avez le Kratos, donc on voit bien ce qui a prévalu dans la construction de ce vers, en tout cas de ceux qui l'ont transmis. Et donc, c'est une sorte de préfiguration de la démocratia, le pouvoir du peuple, plutôt que l'idée de prérogative, qui, elle, sent bon la poésie archaïque. Mais le mot démocratia n'étant pas encore usité à l'époque de Solon,
On voit bien que la tradition dont Plutarque se fait l'écho est une tradition manifestement plus tardive, qui ne saisissait plus nécessairement avec toute la finesse nécessaire ce Guéras archaïque. Or, vous avez vu que l'ensemble de la poésie de Solon, dont je vous ai montré des fragments, travaille la poésie archaïque. Donc, il n'y a aucune raison d'aller privilégier Kratos, mais il faut indiquer Guéras. Je pense que pour Homu et Nomu, on a affaire à un même type de problème. Donc, pour toutes des raisons similaires, et vous voyez, d'autant qu'on a Timée là, donc Guéras et Timée, c'est pas possible. Kratos, là, avec la démocratia, ce n'est pas un argument, me semble-t-il, suffisamment fort. Donc, pour des raisons similaires, tenant notamment au modèle hésiodique, la présence de nomos dans le fragment 36 me semble être une hypothèse raisonnable. Et je ne suis pas la seule à l'avoir faite, hein, mais depuis plusieurs décennies, cette version n'a plus les faveurs de la critique. Je voudrais donc soutenir la lecture Nomu en fonction précisément de ce que le terme évoque dans l'œuvre d'Hésiode, dont je viens de rappeler qu'elle formait une sorte de réactif pour Solon, et non en intégrant d'ores et déjà dans son poème la signification ultérieure de loi, institutionnellement sanctionnée. Or, il y a 2 semaines, quand je suis revenue sur les usages de nomos dans les poèmes hésiodiques, souvenez-vous, j'ai souligné que le terme recouvrait des normes de comportement issues des répartitions voulues par la Thémis dans le monde divin et plus directement inspirées par l'action de Dike parmi les hommes. Donc, au moment où Solon écrit son poème, on n'a pas nécessairement toute la charge de la loi légale, si vous voulez, qui viendra se greffer sur nomos plutôt à la fin du Ve siècle. Et donc, si c'est bien le Kratos du nomos, hein, puisqu'ici ça change la donne, le Kratos du nomos qui soutient l'action de Solon d'une part, et d'autre part, si l'arrière-plan traditionnel est bien la question de la force et de la justice, telle que la chante d'Hésiode dans les travaux, il me semble qu'on peut aller un peu plus loin dans la compréhension des représentations qui informent les différents fragments du législateur athénien. Donc, je lis en fait la traduction qu'il faut faire, évidemment, si on change la lecture. Je l'ai fait en vertu du pouvoir du nomos, en faisant tenir étroitement. Donc, on n'a pas besoin de ensemble, hein, on a déjà le préfixe du verbe, là, hein, c'est déjà très étroit. Alors bon, ce n'est pas un argument totalement probant, il n'est probant qu'en venant s'ajouter aux autres. J'ai tenu mes promesses jusqu'au bout, j'ai rédigé des testaments et donc des lois, pareillement pour l'homme de peu et l'homme de bien, ajustant une justice ou une sentence droite à chacun. Donc, ça fonctionne très bien sur le plan du grec. Donc, si c'est bien le Kratos du nomos qui soutient l'action de Solon, je pense qu'on peut donc aller plus loin dans la compréhension des fragments que nous avons vus jusqu'ici. Le nomos ordonné par Zeus aux hommes dans la Théogonie, dans les travaux, hein, le passage que nous avons vu tout à l'heure, est précisément l'envers de la prédation, ce que nous appelons en général de façon imagée la loi du plus fort. Donc précisément, la Dike, c'est pour éviter la loi du plus fort. Or, c'est ce point dont témoignent tous les poèmes politiques de Solon. Éviter les abus de position dominante au sein de la cité, et donc ne serait-ce dès lors pas la resémantisation dans la dimension politique de l'action de Zeus à l'égard des hommes que déploie Solon dans le poème 36. La norme de comportement humaine inspirée par Zeus est présente au cœur de la polis par le biais de cette action de Solon, puisque c'est précisément la tâche d'inscrire fermement cette norme de comportement que Solon a menée à bien en ajustant étroitement billet et Dike, mais billet qui n'est pas la violence du tyran. Or, ce nomos, ici restauré au vers 16, ce nomos, j'en fais l'hypothèse, et elle ne vous surprendra pas puisque vous m'écoutez maintenant depuis plusieurs semaines, est sous-tendu, ce nomos, par l'idée de la répartition.
Et c'est une telle autorité que revendique Solon, celle d'un nomos régulateur d'origine divine, un ordre divin au sens conjoint d'injonction et d'ordonnancement, ce que nous avons vu les semaines précédentes. Le nomia, alors on n'a pas le nomia dans ce poème, mais on a quand même cette formidable élégie de l'eunomia par ailleurs. Le nomia qui doit en résulter est bien l'action divine de la bonne organisation, fille de Zeus et de Thémis. Et donc, sur cet arrière-plan, donc, vous voyez ici, je ne traduis pas nomos par loi. Et justement, il n'y a pas de recouvrement strict, comme le craindraient certains interprètes, entre les deux termes. C'est autre chose, c'est ce nomos beaucoup plus englobant que l'on voit dans la tradition archaïque chez Hésiode qui m'intéresse. Et donc, sur cet arrière-plan, les thesmoi rédigés par Solon sont en fait l'actualisation civique des thémistes, dont je vous ai longuement parlé l'année dernière. Les thémistes, donc les dits de justice, si vous voulez, si on doit traduire, sur lesquels les figures d'autorité de l'épopée s'appuyaient pour trancher les conflits. Que ce soit dans la théogonie, je repasse rapidement en revue pour vous rafraîchir la mémoire, donc vous vous souviendrez, l'exaltation des rois dans la théogonie, qui sont nourrissons de Zeus, et qui tranchent en matière d'arrêt coutumier par des sentences droites. Donc ici, Bonafé, que j'avais suivi, traduisait Thémister par arrêt coutumier. Mais on a aussi dans l'Iliade, souvenez-vous, on parle ici, c'est d'Agamemnon dont il s'agit, parce que tu es le maître de beaucoup de peuples, et qu'entre tes mains Zeus a remis le sceptre, ainsi que les Thémistes, afin que tu leur dispenses tes conseils. Autre exemple, je le fais au nom de ce sceptre. Aujourd'hui, il est dans les mains des fils des Achéens, gardiens des sentences, et qui, au nom de Zeus, protège les Thémistes. Donc, vous vous souvenez de cet arrière-plan archaïque, de la poésie archaïque. Et donc, la figure des rois ou celle des anciens, dans la poésie hexamétrique, illustrée par Homère et Hésiode, la figure des rois ou celle des anciens dessine les contours d'une transmission divine dans l'exercice de la justice. Les Thémistes viennent de Zeus, c'est clairement exprimé ainsi. Et c'est en se fondant sur eux que les sentences sont énoncées. L'inspiration des muses, dans la poésie hexamétrique qui ne fait aucun doute, l'inspiration des muses est associée au don de Zeus dans la théogonie, puisque ce sont elles qui versent sur la langue des rois une rosée suave, nous dit le poète, ce qui est l'image de l'inspiration. Mais les sentences peuvent être tordues et la justice peut être bafouée, les travaux et les jours en témoignent. Alors, une telle inspiration n'est pas revendiquée, j'y reviens, n'est pas revendiquée par Solon, mais elle ne l'est pas en règle générale dans le genre poétique de l'élégie. Donc ce n'est pas une étrangeté de la part de Solon. Mais si j'ai raison de lire Kratai Nomou, le Kratos du Nomos, dans le fragment 36, et d'y voir une référence à la norme de comportement voulue par Zeus pour les hommes, les thesmoi peuvent apparaître comme la version civique des Thémistes gardée par les rois dans l'épopée. Il ne s'agit ni plus ni moins que de l'institution civique, des fondements. Souvenez-vous, dans l'élégie de l'eunomia, on avait ces thémètes-là, ces fondements de la droite d'iké ajustés pour chacun. Dès les vers introductifs de cette élégie de l'eunomia, tout autant que les des dieux revendiqués au fragment 34, donc à la fois ces vers introductifs de l'eunomia et l'aide des dieux, le syntéosine du fragment que nous avons vu il y a un instant, prennent leur plein sens et ne sont pas une simple manière de sacrifier à la tradition en mettant artificiellement les dieux dans l'affaire. Au contraire, cet arrière-plan inscrit les dieux dans la cité elle-même et inscrit la cité dans le plan bienveillant des dieux, en travaillant le matériau épique, comme j'ai essayé de vous le montrer, pour l'adapter au monde de la polis en tant que lieu de l'interaction politique. Donc, tout comme la société divine repose sur une juste répartition des timailles, fondée sur la thémis, maintenant ça doit vous être très familier, ce sont aussi des timailles qui se distribuent entre les citoyens.
selon les vénérables fondements de la Dike, comme le dit l'élégie de l'Eunomia. L'affirmation de tels fondements chez Solon dessine l'ancrage de la cité dans l'ordre divin du monde, même si les vecteurs de son actualisation se sont adaptés à la configuration particulière d'une cité sans roi. Vous voyez, la poésie archaïque de ce point de vue-là met en scène le pouvoir par le biais des basileis. Ici, du temps de Solon, on n'est plus dans cette configuration-là. Donc, bafouer les semna temetla dikes, pour reprendre l'expression de l'élégie de l'Eunomia, donc les fondements vénérables de la dike, va à l'encontre d'un ordonnancement où se déploie la puissance de l'Eunomia et ouvre la voie à Dusnomia. Mais Dike, souvenez-vous du poème de la semaine dernière, mais Dike, même silencieuse, viendra sanctionner qui doit l'être. Donc Dike est l'horizon d'attente, un peu comme Thémis l'est dans la théogonie. Alors, on a pu affirmer, je l'ai dit, que la justice ainsi conçue de transcendante dans l'épopée traditionnelle serait devenue immanente. C'est oublié, me semble-t-il, et donc vous voyez bien où ça s'inscrit, c'est ce processus téléologique où la raison des Grecs doit finir par donner congé aux dieux. On est toujours dans ce grand récit-là, qui reste mon arrière-plan. Donc Solon a pu être vu comme un moment particulier de cette immanentisation, si je puis dire, de la justice. Mais c'est oublier que le genre poétique des œuvres de Solon n'est pas l'épopée, et que cette distinction-là n'est pas anodine. Solon ne chante pas les héros du passé et les nourrissons de Zeus et les rois nourrissons de Zeus, ni l'ordre du monde depuis ses origines, ni les nécessités du travail de la terre, à une distance prudente de l'agora, comme pouvait le faire Hésiode dans les Travaux. La poésie solonienne traduit une expérience politique, celle où la force d'une norme de comportement voulue par Zeus confère la légitimité nécessaire pour faire tenir ensemble la force et la justice. Si je conteste dès lors l'idée que la puissance d'un divin transcendant tel que le dessine la théogonie d'Hésiode serait devenue une soumission à des lois naturelles immanentes au cœur de la cité, c'est précisément parce que l'expression poétique, en fonction du type de performance dans lequel elle s'inscrit, recourt à des motifs comparables. On ne peut pas faire abstraction totale de ce travail sur la tradition dans un genre différent. On doit tenir compte des deux volets. À l'aune de sa théogonie qui parle de l'ordre du monde, Hésiode exprime lui aussi la liaison entre pouvoir, force et régulation. Toute la figure de Zeus en témoigne. Solon, lui, parle de l'ordre de la cité, appuyé sur les fondements d'une justice d'origine divine. Dans la société des dieux qui est éternelle, la répartition des timailles par le garant immortel de la Thémiste suffit à assurer la stabilité de l'ensemble. Et puis, il y a l'Eunomia qui vient garantir le tout. Évidemment, dans le registre humain décrit par Solon, celui de la polis, Eunomia et Dusnomia alternent sous l'effet de l'avidité humaine et les correctifs que le poète législateur va apporter sont essentiels. Et en revendiquant à cette fin les thesmoi qu'il a rédigés, l'auteur de l'élégie tente d'insuffler au cœur de la cité la stabilité qui caractérise sur le plan cosmique la Thémis garantie par Zeus. Donc vous voyez que le rapport peut être vraiment extrêmement étroit entre ces deux visions du monde, mais les contextes sont différents et on doit en tenir compte. Et donc, considérer que les dieux sont devenus de simples personnifications, comme ça a pu être dit, ou des abstractions dans cette poésie de Solon, me semble faire violence non seulement à ce qu'elle exprime et à la manière dont elle l'exprime, et j'espère vous en avoir convaincu, mais aussi, et ce sera mon dernier point, au fonctionnement même du polythéisme grec. Au risque de vous lasser, je répète une fois de plus que les dieux sont conçus et ressentis comme des puissances actives dans le monde.
C'est pourquoi le désordre de la dysnomia ou le bon ordre de l'eunomia ne sont pas de simples personnifications, voire des abstractions divinisées, ou à l'inverse, des dieux qui seraient devenus de simples concepts. Parce qu'on trouve de tout. Dès qu'il s'agit de congédier les dieux, on a beaucoup d'imagination. Je vous avais annoncé en commençant que je reviendrai à Démosthène, c'est le moment d'y revenir pour boucler ce parcours et étayer ce que je viens d'affirmer. L'élégie de l'eunomia a été conservée, je l'ai dit tout à l'heure, dans le discours de Démosthène sur l'ambassade, à l'encontre d'Échine, son adversaire de toujours. Mais ce n'est pas dans ce discours, qui évoque l'eunomia dont je veux maintenant vous parler, mais le contre-Aristogiton, un autre discours de Démosthène, dans 2 passages. Premier passage, c'est une harangue en fait à l'égard des juges que Démosthène veut voir agir pour corriger les abus dont se rendent coupables des gens comme l'accusé, à savoir Aristogiton. Je lis la traduction avec vous. Il vous faut, donc il s'adresse aux juges, il vous faut juger droitement, accorder le plus grand prix à Eunomia, qui aime ce qui est juste et sauve toutes les cités et tous les pays, vous croire chacun sous l'œil de l'auguste et inflexible Dikée, qui, à ce que dit Orphée, le révélateur de nos initiations les plus saintes, siège à côté du trône de Zeus et surveille tous les actes des hommes. Hésiode disait la même chose. Il vous faut alors voter, en prenant bien garde et précautions pour ne pas la déshonorer, elle dont chacun de vous porte le nom quand le sort le désigne comme juge, puisque les dikastai, on a diké dans le nom des juges, et quand il reçoit ce jour-là tout ce qui dans la cité est beau, juste et utile, comme un dépôt confié à son serment par les lois, la constitution et la patrie. Et ici, évidemment, à l'époque de Démosthène, je traduis nomos sans aucun état d'âme par loi. Deuxième passage que je veux vous soumettre, on est un peu plus loin dans le discours, mais toujours dans cette adresse aux juges. Et voici ce que dit plutôt Démosthène. Examinez la question, non pas d'après mon discours, mais en regardant les coutumes de tous les hommes. Et ça, c'est très intéressant. Je l'ai mis en grec parce que si vous avez fait du grec, vous comprendrez le point. Ici, il ne choisit pas nomos pour dire coutume, ce qui peut parfaitement être fait, mais était, qui est un synonyme, parce que précisément, à l'arrière-plan de cette harangue judiciaire, il y a évidemment le nomos en tant que loi. Enfin, je ferme la parenthèse. En regardant la coutume de tous les hommes, il y a dans toutes les cités des autels et des temples pour tous les dieux. Il n'y en a pas, j'ai passé quelques lignes, il n'y en a pas pour le désespoir ou pour l'impudence. Tous les hommes ont des autels pour Dikée, Eunomia et Aidos, les uns les plus beaux et les plus saints dans l'âme même et la nature de chacun, les autres dressés publiquement pour que tout le monde les honore. Ils n'en ont pas pour l'absence de vergogne, pour l'action des sycophantes, pour le parjure, pour l'ingratitude, tout ce qui caractérise cet individu. Bon. On trouve ici, dans ce texte, ce deuxième texte, donc vous avez vu l'eunomia tout à l'heure, elle réapparaît ici, on trouve en fait une variation sur un thème que vous connaissez désormais par cœur si vous me suivez depuis un petit moment, le thème des Horai, les Horai, filles de Zeus et de Thémis, ou Aidos ici, Aidos, la retenue dont j'ai déjà parlé, a remplacé Eirene, la paix. Aidos, dont vous vous souviendrez peut-être qu'Hésiode la représentait avec Némésis, j'ai rappelé cela au début du cours de cette année, quittant les communautés humaines pour rejoindre l'Olympe face à l'impudence des hommes du Kénos de fer. Alors bien sûr, le cadre et les modalités de l'énonciation sont très différents entre le discours judiciaire de Démosthène au IVe siècle et les performances épico-narratives de la période archaïque. Toutefois, il est un élément constant entre Hésiode et le propos que Démosthène adresse à ses concitoyens. L'un et l'autre, dans une modalité qui leur est propre, déploient sous nos yeux cette ambivalence que nous avons tant de mal à comprendre. La justice, la bonne répartition, qui, à l'époque de Démosthène, peut être aussi comprise comme bonne législation,
Donc la justice, la bonne répartition, la retenue sont à la fois des moteurs de comportement individuel et des puissances divines, honorées par la communauté. Il ne s'agit pas seulement d'une rhétorique judiciaire de circonstance, dans le cas qui nous occupe ici, mais même si c'est également cela, je ne nie pas l'effet rhétorique de la chose, mais la référence fait tellement écho à toute la tradition grecque que je pense qu'on ne peut pas tout ramener à une référence de pur opportunisme rhétorique. Ce que je veux souligner une fois encore, et j'en terminerai par là, est la difficulté qui est la nôtre de comprendre qu'une expérience humaine, qu'elle soit intérieure ou extérieure, puisse, dans certaines circonstances et selon certains contextes, être ressentie et interprétée en termes de puissance divine. Cette difficulté à entrer dans une appréhension du monde divin fondamentalement différente de la nôtre explique les contorsions parfois surprenantes auxquelles se soumettent les interprètes, au mépris de l'évidence des textes qui nous sont parvenus, même fragmentaires, même complexes à saisir. Dès lors, quand je lis dans certains travaux que Solon, contrairement aux poètes qui l'ont précédé, évoque une expérience toute humaine, je ne comprends pas vraiment le référent précis d'une telle affirmation. Et je vais vous montrer, et ce sera vraiment la fin, vous m'accordez quelques minutes de rabio, je vais vous montrer un exemple. Avec ce magnifique travail, ce n'est pas une critique, mais c'est pour vous montrer qu'il y a une espèce de résistance, même chez les meilleurs interprètes de Solon, à aller dans le sens que je viens de vous exposer. En effet, dans son beau travail d'habilitation, malheureusement non publié, Fabienne Blaise, donc, à qui j'ai emprunté nombre des traductions que je vous ai montrées, en tout cas celle de l'Eunomia de la semaine dernière. Donc, Fabienne Blaise fait de nomia et de dysnomia chez Solon des puissances, elle l'écrit, mais elle affirme aussi qu'elles ne sont pas théologiques. Elles ne sont pas théologiques, mais le résultat d'une induction logique. Au concept synthétique du bon ordonnancement fondé sur la répartition, c'est comme ça qu'elle comprend Eunomias, vient s'opposer celui de désordre fondé sur un déséquilibre. Et je cite Fabienne Blaise, la force du poème de Solon, donc on parle de l'eunomia ici, est en effet d'avoir intériorisé dans l'homme des puissances qui, chez Hésiode en tant que divinité, étaient maintenues dans l'extériorité du monde objectif. Le principe régulateur n'a pas à être cherché hors du monde de notre expérience, il est déjà là, dans son contraire, dont les hommes font l'épreuve au quotidien. Première citation. Je cite encore à la page suivante. En faisant de l'eunomie une notion purement pratique, Solon soustrait un aspect particulier du monde, celui de l'action politique, à l'idée d'un destin inéluctable entièrement régi par les dieux, pour le mettre sous la responsabilité des hommes. Donc, voilà deux citations que je vous soumets. Certes, l'élégie est un poème politique, je l'ai répété plusieurs fois. Mais s'agit-il vraiment de soustraire ce registre de l'existence aux principes qui régissent d'autres registres ? N'est-ce pas le dessein de Zeus qui ouvre tout le poème ? Même dans l'épopée, si je retourne l'argument, même dans l'épopée, la vie pratique des êtres humains n'est pas écrasée par la fatalité d'un destin, mais au contraire assortie de la certitude que les dieux réservent aux hommes un mélange de bien et de maux. Même dans l'exercice de la justice, on voit se profiler une forme de choix. Souvenez-vous, le chant 18 de l'Iliade. Le bouclier d'Achille, avec la cité en paix et la cité en guerre. Cité en guerre, malheureusement, de triste actualité. Cité en paix, on voit le cercle, le hieroskuklos, le cercle sacré des anciens, où les anciens vont prendre des décisions de portée judiciaire. Or, ils émettent une sentence à tour de rôle en s'appuyant sur le sceptre, et puis c'est celui qui a rendu la sentence la plus droite qui reçoit le prix de cet agone. La décision est bien humaine, même s'il y a un rapport au Dieu. Donc on n'est pas finalement dans un registre qui est fondamentalement différent, même si on retourne l'argument. En outre, si une auteure comme Fabienne Blaise, qui prend pourtant très au sérieux les références initiales à Zeus, Athéna aux immortels dans le poème de l'élégie, a raison d'opposer la logique, voire la pratique, à ce qui serait théologique,
alors ce sont des pans entiers de la théogonie d'Hésiode qui deviennent incompréhensibles. Je prends l'exemple des enfants d'Océanos et de Thétis. On a vu tout à l'heure Styx, qui est la fille d'Océanos et de Thétis, mais il y en a des milliers d'autres, des filles et des fils, puisqu'il y a aussi les fleuves. Donc les enfants d'Océanos et de Thétis dans la théogonie sont les fleuves, les sources, les bois. Ce sont des divinités qui ont un nom, mais je ne sache pas qu'elles soient extérieures au monde. Ce sont les fleuves, les bois, les sources. Elles sont au contraire l'expression superlative de l'immanence du divin et de son ancrage dans le monde, l'indication patente que l'on se trompe en distinguant sans nuance une figure divine nommée par Hésiode et le même nom dans un autre contexte. La potentialité d'une expérience divine, et j'ai bien dit la potentialité, reste ouverte, car les dieux grecs ne sont pas des personnes extérieures au monde, mais des puissances, des forces qui s'y manifestent. Et je terminerai sur ces 3 lignes de citation que je prends une fois encore à l'HDR de Fabienne Blaise. Voilà ce qu'elle écrit, page 182. La justice, la dysnomie, l'eunomie sont encore des puissances à qui l'on prête des actions. Mais ces puissances-là sont immanentes, induites du réel qui en prouve l'existence et l'efficace. Ce qui est totalement en contradiction avec le reste de ce qui a été dit. Ce pourrait être, ici, ces 3 lignes, cette phrase pourrait être la définition de n'importe quel dieu grec. Et il faut en tirer toutes les conséquences en renonçant à plaquer sur les cités de la période archaïque des processus téléologiques et donc de progrès ou de développement qui leur sont étrangers. Merci pour votre attention et votre patience.